et assez ferme avec Vladimir Poutine. Donc entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, échange téléphonique d'1 h 30. Le pire est à venir, on l'a entendu déjà hier soir, il nous l'a dit Emmanuel Macron. Le pire est dans les prochains jours. Jean-Yves Le Drian l'a répété aussi ce matin. Et là, on nous le redit cet après-midi. Suite à cet échange, que s'est-il passé, Catherine? Refaisons un point. Eh bien parce qu'en fait, Vladimir Poutine n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire qu'il continue à exiger la démilitarisation de l'Ukraine et ce qu'il appelle la dénazification du régime de Volodymyr Zelensky. Et non seulement il n'a pas bougé, mais il a confirmé que s'il n'atteignait pas ses objectifs par la négociation, eh bien il l'obtiendrait d'un point de vue militaire. Et qu'il Par la force, oui. Voilà, et qu'il allait adapter justement sa stratégie militaire au fur et à mesure en fonction de ce que lui diraient les Ukrainiens. Alors il faut savoir aussi quand même qu'Emmanuel Macron a eu justement le président ukrainien après avoir parlé avec Vladimir Poutine, et que Volodymyr Zelensky, on pouvait s'y attendre, lui a dit que les Ukrainiens ne se rendraient pas, qu'il n'était pas possible de négocier avec un pistolet sur la tête. Et là, les Ukrainiens, c'est plus qu'un pistolet, effectivement, qu'ils ont sur la tête. Mais que néanmoins, la délégation pour aller rejoindre les négociateurs russes était quand même en route, et que donc ils gardaient le contact entre Russes et Ukrainiens. Parce que Vladimir Poutine a dit aussi, il redit en tout cas que s'il fallait négocier, c'était maintenant. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est négocier à sa façon? Et ça veut dire que si les Ukrainiens ne veulent pas négocier maintenant, ils vont encore plus détruire leur pays, et que donc ils seront dans une situation encore plus de faiblesse au moment où on devra s'asseoir à la table des négociations. Donc Vladimir Poutine, en l'occurrence, il est extrêmement clair, et malgré les sanctions, malgré les coups de fil avec Emmanuel Macron, malgré tout ce que la communauté internationale peut dire, parce qu'effectivement, à l'Élysée, on est revenu sur le fait qu'hier, à l'ONU, quand même, il n'y a eu que 5 pays, dont la Corée du Nord. On voit de quel voisinage bénéficie désormais la Russie. Il n'y a que 5 pays qui ont voté pour défendre la Russie. Donc il a bien mis en relief, le président français, l'isolement qui était celui de la Russie maintenant, et à quel point elle allait payer un prix fort par rapport aux sanctions. Mais Vladimir Poutine, apparemment, ne bouge absolument pas. Au contraire, on a presque l'impression qu'il est renforcé dans ses convictions. Et dernier point, les Français ont aussi rappelé qu'ils demandaient à nos ressortissants en Russie de partir le plus rapidement possible. C'est ce que Jean-Yves Le Drian avait aussi déjà un peu dit dimanche parce dernier. Il a commencé en tout cas à dire... pourrait y avoir un état d'urgence qui sera décrété, finalement repartir. Routel Krief, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Je vois quand même le pire est à venir, ce que nous dit l'Élysée, ça n'annonce vraiment rien de bon. Bon, ce qui est quand même assez fou, c'est que Arlette, comme moi, on n'a jamais vécu une situation où on a une campagne électorale en guerre. Ah oui. Et qui, en plus, va s'aggraver. C'est-à-dire que ce soir, le président va annoncer sa candidature, et en même temps, il va être... peut-être que Kiev va tomber, peut-être qu'il va y avoir un bombardement absolument terrible, peut-être que demain, Zelensky va se retrouver arrêté. Donc, des choses qui sont absolument insensées pour un esprit rationnel, et qui vont plus que percuter cette campagne, qui vont l'enflammer, la rendre complètement aussi étrange, et peut-être la neutraliser, effectivement. Alors, les jours vont être de plus en plus durs, il l'a dit hier soir, et puis là, il est donc convaincu qu'il ne peut pas convaincre Vladimir Poutine. Il a compris, Emmanuel Macron, que c'est pas possible, c'est un bulldozer qui avance et qui ne s'arrête pas. Alors, il peut s'arrêter, il ne s'arrêtera pas comme ça, mais les sanctions sont quand même un instrument qui va lui faire beaucoup de mal. Et simplement, c'est dans le temps. Et il faut attendre. Les Russes vont être touchés au portefeuille, vont être touchés au quotidien, dans leur vie quotidienne. Et c'est là qu'il y aura peut-être des choses qui vont changer. Mais dans un premier temps, plus, au contraire, il est attaqué, et plus, en effet, il se raidit. Et plus, il est violent. Arlette, en tout cas, ils ne peuvent pas arrêter de discuter. C'est-à-dire pour Emmanuel Macron, c'est quand même important de continuer à préserver le dialogue avec Vladimir Poutine, même si de temps en temps, ça peut devenir très tendu ou franc et direct, comme ils le disent. C'est nécessaire, en tout cas, de continuer à dialoguer avec lui. Intermédiaire, c'est un peu ce que disait Sergueï Lavrov ce matin, le ministre russe des Affaires étrangères. Mais en même temps, on voit bien que aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui téléphone. Et qui téléphone visiblement parce qu'il a
des choses à dire à Emmanuel Macron, en détail finalement. de ce qu'a dit le président de la République française. Oui, il lui a dit qu'il n'avait pas accepté et il son recommence, discours, c'est-à-dire que non seulement Emmanuel Macron n'a pas pu le convaincre, mais en plus, il persiste et signe et aggrave encore à la fois ses déclarations, son cas, ses exigences. Et donc, on est parti dans une spirale. Ça fait à peu près une semaine qu'on ose dire ou poser la question sur qui va arrêter Vladimir Poutine. Et c'est la question qui va être posée parce que, effectivement, les sanctions, la condamnation, l'isolement, puisqu'il s'agit de les isoler et asphyxier la Russie et l'isoler et isoler pendant que vous parlez, le pays. c'est justement une déclaration de l'échange, en tout cas un extrait de l'échange qu'il y a eu. Notre analyse, que l'ambition russe est de prendre le contrôle. Voilà, le pire est à venir. Poutine a montré une très grande détermination. Voilà, donc on se demande comment ça peut s'arrêter. Parce qu'au contraire, plus il y a de sanctions, plus il est isolé, plus il se crispe. Oui, plus ça Et l'énerve. plus visiblement, il continue encore plus d'exigences. Et donc, le pire est à venir. Ça veut tout dire. C'est effectivement nous préparer à une guerre et à quel type de guerre et à des nombres de morts. Donc, on peut discuter, mais je ne vois pas comment on peut encore discuter avec Vladimir Poutine. Alors, ça paraît très difficile. Qu'il y ait un canal de discussion, c'est très bien. Mais là, il ne faut pas rompre le lien, en tout cas. Non, mais en fait, c'est toujours pareil. Comment lui parler? C'est à la fois, il y a le terrain militaire et en même temps, il y a la discussion. En réalité, sans doute, Poutine veut arriver à être le plus fort possible. Et selon l'Élysée, il a l'intention de prendre toute l'Ukraine. Donc ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il prendrait que la partie Est et qu'il s'en contenterait. Mais finalement, selon l'Élysée, il aurait l'intention de prendre toute l'Ukraine. Et donc, en même temps, il continue à négocier, mais il veut négocier en position de force et en la force totale, c'est-à-dire en ayant dominé complètement le pays. Et à ce moment-là, ce ne serait pas une vraie négociation, évidemment. C'est une reddition, une capitulation. C'est ça. Pas quel est le nom, mais c'est ça. Mais c'est en même temps la façon de faire. Et après, il pourrait peut-être rendre peut-être une partie qui ne l'intéresse moins et complètement assurer son pouvoir sur la partie la plus riche et la plus forte et le centre du pays, le centre névralgique du pays, les régions les plus stratégiques sur le plan militaire, les plus stratégiques sur le plan économique, etc. etc. Et donc ça, c'est ensuite. Mais moi, quelqu'un m'a dit, le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, nous serons en pleine guerre. Nous serons en plein Il ne faut pas croire que ce sera terminé le 10 avril. Voilà. Non, pas du tout, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est intériorisé et qui donne cette couleur tellement étrange à cette campagne. Catherine, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais ajouter quand même que Emmanuel Macron a de nouveau quand même dit, et il lui dit à chaque fois à Vladimir Poutine, que s'il changeait d'attitude, une autre voie est toujours possible, et notamment la discussion sur la sécurité, etc. Vous savez, il lui offre une porte de sortie toujours. Il lui laisse toujours une porte de sortie. Et ça me rappelle beaucoup le travail des négociateurs des forces spéciales, du GIGN, du RAID, etc. C'est les mêmes méthodes. C'est les mêmes méthodes. C'est-à-dire que quand on a affaire à quelqu'un qui est complètement claquemuré comme ça dans un univers physique ou psychologique, non seulement il faut maintenir le lien pour éviter qu'il fasse tout sauter, mais il faut toujours lui répéter le message qui lui permettrait de trouver une sortie. Et donc on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il travaille exactement sur ce registre, qui garde le contact, il continue à le tutoyer pour ne pas changer justement l'environnement du langage dans lequel ils sont depuis des années, pour à la fois, évidemment, pas le rassurer, parce qu'au contraire, il faut lui dire que ce qu'il fait est inadmissible, etc. Mais il lui laisse des repères auxquels il peut se raccrocher, Poutine, si un jour il décide de changer d'attitude. Et surtout, à chaque fois, il lui dit, si tu changes d'attitude, on peut trouver une solution. Et ça, je crois que c'est fondamental pour qu'effectivement, il reste pas, il ne parte encore pas plus dans cette spirale. Oui, voilà. Céline Calvez, on en parlait tout à l'heure donc de cette campagne, on parlait ce soir donc de l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron avec cette lettre adressée aux Français dans la presse quotidienne régionale. On parlait de cette campagne, peut-elle reprendre, va-t-elle être empêchée? Clairement, ça s'annonce quand même extrêmement compliqué, là, pour le président de la République, en tout cas lui, de pouvoir mener une campagne traditionnelle normale. Et pour les autres candidats, on en parlera sûrement avec vous après, Damien. Mais ça fait peut-être déjà plusieurs campagnes qu'on ne peut pas mener une campagne dite classique. Et même, je pense que celle de 2017, elle n'était pas classique. Un peu plus quand même peut-être que celle-ci. Je veux dire que là, effectivement, on arrive à un niveau de tension internationale qui fait que le calendrier des prochaines heures, des prochains jours est complètement indéterminé et on est sur des sujets brûlants
Pour autant, je vais en revenir à la question du dialogue. Si le président maintient le dialogue aussi avec Vladimir Poutine, a toujours laissé la porte ouverte, et ce depuis 2017, c'était un des premiers chefs d'État à être reçu, et il y avait toujours cette détermination à pouvoir dialoguer avec le chef d'État. Eh bien, dans cette campagne présidentielle, il y aura aussi besoin de dialoguer avec les Français sur ce qui est essentiel. Et peut-être que cette grave tension internationale qui va couvrir la campagne va peut-être aussi inviter à l'unité. Inviter à ce qu'on ne se concentre pas sur les petites phrases, qu'on ne se concentre pas sur des propositions qui sont peut-être anodines, mais peut-être qu'on arrive à dégager le temps de dialogue nécessaire entre candidats. Autour de la guerre en Ukraine, ça peut-être, elle n'est pas contestable, certes, mais une fois que autour ce sera de l'essentiel. terminé ou autre, la vie quotidienne des Français, il faut quand même leur dire, va aussi reprendre avec des questions de pouvoir d'achat, de sécurité, de fiscalité. Ça l'est On ne déjà peut pas non plus occulter tous ces domaines-là, en tout On cas. n'occulte pas, mais c'est l'essentiel. campagne. L'essentiel, c'est pas uniquement ce qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est Alors, aussi c'est les essentiel répercussions. pour nous, mais Non, mais c'est vrai les que répercussions sur revenir la sur vie des certaines Français. thématiques. Et ça va se faire ressentir. Simplement, on a aussi bien conscience que dans la tête des Français, ce conflit prend une place majeure. Et la campagne présidentielle, qui tous les 5 ans est un grand moment d'échange démocratique, en fait, voilà, moi je pense que ça va être un retour à l'essentiel de ce que doivent être les questions posées pour les Français dans les prochaines semaines à venir. Damien, le retour à l'essentiel pour les Français, justement aussi des questions du quotidien et un débat, les Français attendent oui, ce mais débat c'est politique. ce que disait Ruth tout vrai. à l'heure. C'est vrai que tout est un petit peu lié. Le sujet de la souveraineté énergétique de la France qui est remis en question Oui, la avec ce relocalisation. conflit. Voilà, à un sujet. On en avait parlé au moment de la crise sanitaire. La question de l'Europe, des frontières de l'Europe, de l'Union européenne, de l'élargissement. De l'Union européenne qui était mise en question, qui était un projet d'Emmanuel Macron, une grande Europe portée pendant la campagne de 2017, projet un peu interrompu au cours de ce quinquennat qui revient avec force. Donc ces questions-là, elles vont se poser différemment, pas dans le cadre d'une campagne complètement classique, parce qu'effectivement, on va sans doute peu voir le président battre une estrade avec des meetings devant 5 ou 6 000 personnes comme il avait pu le faire il y a 5 ans, mais il y aura d'autres formes d'expression différentes et là ce soir on en aura une lettre avec un message peut-être un peu plus solennel. C'est vrai que voilà, le ton est grave. Alors il faut aussi un peu expliquer peut-être à nos téléspectateurs, on parle de cet échange qu'il a eu avec Vladimir Poutine, un échange, on n'y a pas assisté, c'est l'entourage du président de la République qui viennent ensuite nous rapporter des propos qui disent que c'était pas tendu d'ailleurs. Ils disent ferme. Voilà. Bon, on a compris quand même ce que ça voulait dire. Ce que l'on comprend, c'est que il ne faut pas que les Français perçoivent un président trop naïf dans sa relation avec Vladimir Poutine. On avait un peu dit au début de la crise, c'est ce qu'on a dit, qu'il avait dit c'est bon, tout va bien. Quand il s'est présenté à Moscou, quand il a été reçu dans des conditions un peu particulières. Mais donc voilà, on a un président de la République sans doute qui veut prendre des précautions dans la façon dont il aborde cette crise, parce que effectivement le pire peut venir, mais il ne veut pas être taxé de naïveté dans une campagne où d'autres candidats, je pense notamment à Valérie Pécresse, s'affichent avec aussi des personnalités expérimentées qui ont été aux affaires, à des postes importants, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères ou autres. Le pire, moi je parie en tout cas que Vladimir Poutine n'a pas raconté son entretien aux citoyens russes. Non. Donc voilà, la démocratie c'est aussi un peu ça. Il faut s'en réjouir après tout, parce que ça c'est une petite incise. Oui, c'est vrai. La différence c'est ça, c'est que nous on sait ce qui se passe, on sait. Oui, lui ne va pas dire à la Russie le pire est à venir, alors que pourtant pour les Russes aussi, Catherine, clairement, Arlette, la différence entre une démocratie et une dictature, ça s'appelle l'opinion publique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des médias libres, il y a une presse libre, il y a une opinion publique qui s'exprime. Et d'ailleurs, on pouvait se dire que la réaction des opinions un peu en Europe a sans doute conduit et poussé, il y a eu une manifestation très forte, notamment en Allemagne, a poussé les gouvernements à bouger, à aller plus vite et plus loin qu'ils ne le voulaient, pour montrer que ils sont justement réactifs et que l'Europe, notamment, ne se paye pas que de mots, mais prend aussi des décisions. Donc, c'est important. Quant à la campagne électorale, je commence à ne plus pouvoir du tout l'imaginer. Oui, c'est ça, y croire. C'est-à-dire qu'il y a des vrais débats. Il y a des sujets de débat entre des candidats sur, vous avez raison, l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est-à-dire la sécurité, encore une fois, les alliances, la défense, la construction européenne liée à tous ces sujets
qui, encore une fois, nous ramène à la vie quotidienne, pas que le pouvoir d'achat. Il y a les agriculteurs qui sont inquiets, Tout il y a des entreprises. Donc, tout ça peut faire l'objet de débats et de discussions. D'ailleurs, ces débats, ces discussions ont commencé. Pour le reste, Ruth rappelait, il y a le sentiment d'unité ou d'union nationale où chacun, quand même, fait preuve pour l'instant d'assez de responsabilité. En tout cas, on a quelques opposants. Vous posez vos mots, vous dites pour l'instant assez de responsabilité. Je me méfie toujours parce que certains peuvent toujours tenter de déraper. Je citais tout à l'heure le Rassemblement national et Bardella qui dit on ne va pas gêner le président de la République en ce moment. Grand sens des responsabilités. Donc ça va être difficile en même temps de l'attaquer. Donc on peut dire ce qu'on veut, critiquer le président, alors qu'effectivement la situation ne va pas s'améliorer dans les jours qui viennent, loin de là, et que tout le débat va être percuté par des images qui risquent, de ne pas être très agréables à regarder, ni supportables. Donc tout ça va faire que, effectivement, cette campagne, moi, je ne la vois plus, je vois une immense... tout est stoppé, quoi, au fond, hein, et il n'y aura pas inaudible. Les premières répercussions sur les économies. Hein. Là, il y a le ministre de l'économie allemand qui a dit que son pays s'attendait à d'importantes répercussions sur son économie. Donc il y a aussi un travail de préparation de l'opinion publique, pas seulement française, européenne, enfin occidentale, parce qu'effectivement, les carburants, les céréales, le blé, etc., tout ça va coûter très cher. On n'était pas du tout prêt à un tel événement. Et donc, effectivement, il va falloir avoir l'assentiment aussi des opinions publiques dans ce combat économique, puisque nous, effectivement, ça ne peut pas être militaire, dans ce combat économique qui va être long et douloureux. Alors, rien à voir avec la douleur des Ukrainiens sur le terrain, bien sûr, hein, mais quelle sera effectivement la capacité d'encaissement des populations européennes face à toutes ces augmentations de prix et à ce changement de vie à certains égards qui va se dessiner là dans les jours et les semaines qui viennent. Surtout qu'on sort quand même d'une crise. Enfin, exactement. Bien sûr. On a l'impression qu'on a eu un petit petit ballon d'oxygène et qu'on replonge dans quelque chose d'encore plus épouvantable parce que là, tout est touché, tous les secteurs de la vie. Si je puis dire ainsi, sont touchés. Donc c'est très difficile aussi pour les opinions de replonger dans un climat aussi dramatique. Pour l'opinion, quelque chose d'important, c'est aussi ce qui se passe évidemment sur place, sur le terrain. Les femmes, les enfants, les hommes qui se battent, les civils, Catherine, et justement ce coût humain qui commence à être très élevé et qui va l'être évidemment, parce que dans une guerre, c'est comme ça se passe. Ils en ont parlé, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, du sort des civils notamment. Oui, absolument. Emmanuel Macron a dit évidemment toute son inquiétude concernant le sort des civils et c'est bien pour ça qu'il a demandé à Vladimir Poutine d'organiser des convois humanitaires. Mais le pire est à venir. Il a dit le pire est à venir. Ça, hein, on est d'accord, vraiment aussi évidemment, sur les civils. Évidemment, le plus grand drame, c'est ce qui se produit concernant la population civile. Dans tous les conflits, de toute façon, le ratio, c'est un peu mathématique de parler comme ça d'un drame humain, mais c'est vrai que c'est à peu près 2 tiers de civils tués pour 1 tiers de militaires. Hein. Donc on sait que les civils sont toujours les premières victimes et les plus nombreuses des conflits. En plus, là, effectivement, c'est quand même un rouleau compresseur, hein, l'armée russe. Hein. On a pensé parce colonies de chars qui arrivent. On voyait que la colonne de chars était bloquée, donc tout le monde s'est dit peut-être que finalement ils sont dans une ornière, mais pas du tout. Hein. Ils ont des moyens militaires effectivement énormes, les Russes. Donc ça veut dire que si la population civile ne peut pas sortir des villes et en même temps il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'en aller justement parce qu'ils veulent se battre même s'ils ne sont pas militaires au départ, donc ça veut dire qu'effectivement il risque d'y avoir beaucoup de civils qui vont être tués ou blessés et pour l'instant il n'y a toujours pas d'organisation de convois humanitaires pour sortir des villes